Les plus grandes fortunes du monde ne paient presque pas d'impôts, mais financent des hôpitaux, des écoles, des vaccins. On les applaudit. On devrait pourtant se demander pourquoi. Parce que derrière chaque fondation caritative se cache une architecture fiscale qui échappe à tout contrôle démocratique. Et ce n'est pas un accident, c'est un système. Tout commence en 1913. Cette année-là, 2 événements changent l'Amérique pour toujours. Le premier, l'impôt fédéral sur le revenu devient permanent. Le second, John D. Rockefeller, l'homme le plus riche de l'histoire moderne, crée sa fondation. Coïncidence ? Non, riposte. Rockefeller vient de comprendre quelque chose que personne n'avait encore formulé clairement. Si l'État veut taxer la richesse, il faut sortir la richesse du champ d'action de l'État, légalement, définitivement. La fondation philanthropique n'est pas un geste de générosité, c'est une forteresse, un sanctuaire fiscal où l'argent reste sous contrôle privé, échappe à l'impôt et se reproduit à l'infini. Rockefeller ne donne rien. Il transfère, il réorganise, il protège, et il crée un précédent que tous les milliardaires du XXe siècle vont suivre. Carnegie, Ford, Mellon, chacun sa fondation, chacun son empire invisible. Mais ce qui change tout, c'est ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Les fondations américaines commencent à financer la recherche universitaire, les think tanks, les programmes de santé publique. Elles orientent la science, elles financent les idées qui deviendront des politiques, elles choisissent les causes qui méritent l'attention médiatique. Pas l'État, pas les citoyens, des fondations privées, et personne ne vote pour elles. Prenons un exemple concret. La fondation Rockefeller finance massivement la recherche en biologie dans les années 30 et 40. Elle oriente toute une génération de scientifiques vers la génétique, la biologie moléculaire, l'eugénisme aussi, au passage. Oui, l'eugénisme. Avant que le mot devienne tabou, Rockefeller finançait des programmes de stérilisation forcée aux États-Unis et en Allemagne. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est documenté, archivé, reconnu. Mais après la guerre, ce passé disparaît sous une nouvelle couche de discours. La santé publique, le progrès scientifique, le bien commun. Le mécanisme est simple. Financer ceux qui servent aux intérêts. Appelez ça de la charité. Avançons dans le temps. Année 90, l'ère numérique commence, et avec elle, une nouvelle génération de milliardaires. Bill Gates, en tête. En 2000, Gates crée sa fondation. Elle devient rapidement la plus puissante organisation philanthropique privée de l'histoire. Des milliards investis dans l'éducation, la santé, l'agriculture africaine, les vaccins, tout le monde salue, tout le monde applaudit. Mais regardons de plus près. La fondation Gates finance l'OMS. Elle finance Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Elle finance des programmes éducatifs qui imposent des logiciels Microsoft dans des millions d'écoles. Elle finance des projets agricoles qui poussent les semences brevetées en Afrique. Partout où la fondation intervient, les intérêts économiques de Microsoft, de l'industrie pharmaceutique, de l'agrobusiness sont présents. Pas en arrière-plan, au centre. Et ce n'est pas illégal, c'est même encouragé. Parce que la loi américaine permet aux fondations de déduire intégralement leurs dons. L'argent ne va pas à l'État. Il va dans une structure que le donateur contrôle. Qui investit selon ses priorités, qui façonne le monde selon sa vision. Gates ne paie pas d'impôts sur ses milliards. Il les investit, il décide, il oriente. Et pendant ce temps, les budgets publics se réduisent. Les États deviennent dépendants des fondations pour financer la santé, l'éducation, la recherche. Ce n'est plus de la philanthropie, c'est une privatisation du bien commun. Mais il y a pire. En 2010, Warren Buffett et Bill Gates lancent le Giving Pledge. Un engagement moral. Les milliardaires doivent donner au moins la moitié de leur fortune de leur vivant ou à leur mort. Des dizaines de milliardaires signent. Zuckerberg, Musk, Bloomberg, tous. On célèbre. On parle d'une nouvelle ère de générosité. Mais personne ne pose la question évidente. Donner à qui ? Contrôler par qui ? Parce que donner ne signifie pas abandonner le contrôle. Cela signifie transférer l'argent dans une fondation. Que vous dirigez, que vos héritiers dirigeront, qui investit selon vos valeurs. Vous échappez à l'impôt, vous gardez le pouvoir, vous devenez immortel. Si ce type d'analyse documentée et sans simplification vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte. Maintenant, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Les fondations contrôlent des pans entiers de la politique mondiale. Elles financent des médias, elles influencent les lois, elles dictent les priorités sanitaires de pays entiers, et elles sont totalement opaques. Aucune élection, aucun contrôle parlementaire, aucune transparence réelle. La fondation Gates dépense plus dans la santé mondiale que la plupart des États. Elle décide quelles maladies méritent l'attention, quels traitements seront développés, quels pays recevront des fonds. Ce n'est pas un gouvernement, mais ça gouverne. Et ce modèle se répand partout, en France, en Europe, en Asie. Les ultra-riches créent des fondations. Ils optimisent, ils échappent,
Ils influencent. Pendant que les classes moyennes payent des impôts, les milliardaires transforment leur fortune en pouvoir politique permanent, sous couvert de charité. L'argument classique, c'est que ces fondations font le bien, qu'elles sauvent des vies, qu'elles construisent des écoles. C'est vrai, parfois. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est qui décide, qui contrôle, et dans quel intérêt ? Parce qu'un système où une poignée d'individus non élus oriente la santé, l'éducation, la recherche mondiale selon leur vision personnelle, ce n'est pas de la démocratie. C'est une oligarchie déguisée en générosité. Et le problème s'aggrave. Aujourd'hui, les fondations investissent dans des start-up, des fonds de capital risque, des entreprises technologiques. Elles ne se contentent pas non plus de donner. Elles spéculent. Elles accumulent. La fondation Gates possède des participations dans des laboratoires pharmaceutiques. Elle finance des recherches dont elle tire profit. Elle pousse des politiques qui servent ses investissements. Conflit d'intérêts ? Oui. Légal ? Totalement. Parce que les lois sur les fondations ont été écrites par ceux qui en bénéficient. Et pendant ce temps, l'écart se creuse. Les milliardaires deviennent de plus en plus riches, les États de plus en plus faibles, et les citoyens de plus en plus dépendants de la générosité de ceux qui échappent à l'impôt. Le système tient parce qu'il est invisible. On ne voit que les hôpitaux construits, pas les impôts évités. On ne voit que les vaccins distribués, pas les brevets qui enrichissent. On ne voit que le sourire du philanthrope, pas l'architecture qui protège sa fortune. Mais l'histoire nous a déjà montré où mène ce modèle. Avant les impôts modernes, les ultra-riches contrôlaient tout. Ils financèrent les guerres, ils achetaient les lois, ils possédaient les infrastructures. Les révolutions fiscales du XXe siècle ont été une tentative de rééquilibrer le pouvoir, de redistribuer, de démocratiser. Aujourd'hui, les fondations philanthropiques sont en train d'inverser ce processus. Elles ramènent le monde à une époque où la richesse achète l'influence, où le pouvoir se transmet hors des institutions publiques, où la charité remplace la justice. Et ça se passe maintenant. Chaque fondation créée, chaque milliard transféré, chaque loi fiscale assouplie renforce ce système. Et personne ne semble vouloir l'arrêter, parce que critiquer la charité, c'est devenir l'ennemi du bien. Mais la vraie question n'est pas de savoir si les fondations font du bien, c'est de savoir si nous voulons vivre dans un monde où le bien dépend de la volonté des ultra-riches, où la santé publique est une décision privée, où l'éducation est un marché, où la démocratie est un spectacle, pendant que le pouvoir réel se joue ailleurs. Ce monde existe déjà. Il ne se cache même plus, il s'affiche, il se revendique, il se célèbre, et il grandit chaque jour. Alors, la prochaine fois qu'un milliardaire annonce qu'il donne sa fortune, posez-vous la question, à qui profite vraiment ce don ? Parce que la charité n'est pas toujours ce qu'elle prétend être. Parfois, c'est juste du pouvoir, avec un meilleur marketing. Si cette vidéo vous a fait voir la charité autrement, laissez un j'aime. Dites en commentaire ce que cette révélation vous inspire. Abonnez-vous, car ce qui arrive remettra encore plus de certitude en question.